Plusieurs personnes m'ont demandé d'expliquer mon parcours de vie, d'expliquer comment j'en suis arrivé là où j'en suis, à ce niveau de conscience. Donc voilà, je vais vous donner ça comme explication. J'ai plutôt le souvenir d'une enfance heureuse, dans une famille avec mes parents et mes grands-parents. J'étais plutôt un enfant timide, mais qui réussissait plutôt bien à l'école. Donc jusqu'à mes 14 ans, je dirais que tout allait bien. Je ne vivais pas de difficultés particulières. À partir de 14 ans, il y a un mal-être qui a commencé à s'installer de façon progressive. Et parallèlement à ça, les études devenaient de plus en plus compliquées, donc je réussissais, mais ça devenait de plus en plus limite. Jusque l'aboutissement à 21 ans, où là j'ai raté successivement 3 années d'études supérieures. Et donc je me retrouvais à 21 ans sans diplôme, sans futur, j'avais plus d'avenir devant moi. Enfin, l'avenir me semblait bouché et j'étais bien mal en point, au point où une infirmière que j'ai rencontrée plus tard, j'ai retrouvée plus tard, m'a dit que quand elle venait à la maison pour soigner mon grand-père, j'étais pas là, quoi. J'étais absent, vraiment. J'ouvrais la porte mécaniquement, mais à l'intérieur de moi, il y avait personne. Évidemment, avec le recul, ça résonnait, ça. C'était évident. Et donc voilà, je suis passé par la case service militaire, qui m'a quand même aidé à me remettre un peu sur pied. Et après le service, j'avais le choix de travailler ou de reprendre des études. J'étais plus partagé sur les études en même temps, sans trop savoir par où aller. J'ai quand même repassé des examens pour être rédacteur dans la commune où j'habitais. Des examens que j'ai réussi et j'avais pratiquement une place. Voilà, j'allais quasiment être nommé. Je savais qu'il y avait une place qui était là pour moi, quoi. Et parallèlement à ça, est ressorti un peu de nulle part dans mes archives un prospectus que j'avais reçu en réto avec des études de paramédical à Libramont, et notamment des études de logopédie. Et en lisant les intitulés, j'ai vu que tous les cours, je pouvais les réussir. Et j'ai vraiment eu un appel très fort à aller dans cette direction-là, en sentant que si je prenais le poste de rédacteur, je choisissais la sécurité, et qu'en choisissant la sécurité, j'allais mourir. Je sentais vraiment, là, à ce moment-là, j'avais 23 ans, que j'allais m'éteindre, en fait, que j'allais pas du tout vivre, que j'allais m'éteindre, et que c'était pas du tout un bon choix. Donc j'ai fait un choix de vie, un choix risqué, parce que j'ai dû assumer le financement des études. La famille était plutôt pour le choix de la sécurité, hein, c'est ce qui se comprend. Et donc voilà, j'ai assumé ça, le coût des études, et puis je les ai réussi, en fait. Et comme ce sont des études en paramédical, ça m'a ouvert des portes aussi vers le début du bien-être. Donc j'ai découvert l'hypnose ericksonienne, que j'avais déjà démarré avant les études parce que je sentais qu'il me fallait des outils, j'étais trop fragile, je sentais que je ne savais pas me concentrer, qu'il me fallait quelque chose, il me fallait un outil. Donc ça m'a vraiment aidé, l'hypnose ericksonienne m'a vraiment aidé. Et pendant les études, j'ai rencontré aussi la PNL, qui m'a également beaucoup aidé, vraiment, à mettre de l'ordre à l'intérieur de moi, dans tout ce mal-être, ce cafouillis. Et c'est un mal-être que j'ai vraiment eu en face de moi, de façon très claire dans les stages. Je me souviens très bien d'avoir eu en face de moi un enfant qui était dans un enseignement spécial, et je ne savais pas quoi faire comme étudiant en logopédie avec cet enfant. Et je me suis posé la question, mais qui des deux va le plus mal? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? Et la réponse était plutôt que c'était moi qui allais le plus mal des deux. Et donc là, j'ai trouvé un thérapeute qui travaillait avec la PNL, comme par hasard, qui va aussi étudier l'hypnose. Et j'ai vraiment fait un bout de chemin avec elle, un très bon bout de chemin avec elle, et ça m'a permis
de découvrir beaucoup de choses sur moi, de commencer à faire un travail intérieur. Et en même temps, je me dis, mais c'est génial ce qu'elle fait, quoi. J'étais vraiment émerveillé de la façon dont elle me prenait, comment elle arrivait à contourner les résistances que je pouvais mettre. Et je me dis, mais comment elle fait? Et j'ai eu envie d'apprendre comment elle faisait. Donc voilà, j'ai commencé aussi la formation en PNL pour apprendre les outils avec lesquels elle travaillait. Si bien que 2 ans après les études où j'avais commencé à travailler, je disais un peu ce qu'il fallait faire, moi, ma thérapeute. Donc, je maîtrisais un peu les outils de PNL et je disais ce qu'il fallait faire. Et donc, j'ai travaillé 2 ans comme éducateur, après, dans une institution spécialisée pour les adolescents, enfants et adolescents délinquants. Et là, c'était vraiment dur parce que j'étais confronté à mes limites, où j'avais du mal moi-même à mettre des limites, à mettre des cadres. J'étais trop tendre, trop mou, même si j'étais gentil, que les jeunes appréciaient ça. Mais il fallait quand même mettre un cadre. Et bon, voilà, j'avais beaucoup de mal avec ça, avec les limites, avec le cadre à mettre. Et donc, ben voilà, la thérapie a continué et de la matière pour travailler en thérapie, quoi. Donc c'était assez efficace. Le mélange des deux, c'était assez efficace de faire lever les problèmes pendant le travail et puis les travailler en thérapie par la suite. Et donc ça a duré 2 ans. Et là, il y a une série d'événements, des petits cailloux comme ça qui se sont posés sur le chemin où j'ai rencontré quelqu'un lors de vacances en France qui m'a dit que c'était une dame qui partait en Inde en septembre voir un éveillé qui s'appelle Osho. Enfin, elle partait à son ashram parce que lui était décédé depuis 2 ans, mais ça fait un bout de temps qu'elle y allait. Et je sais pas, il y a un déclic à l'intérieur où je lui dis, je pars avec toi. Voilà, je t'accompagne. Et c'était quand même pas une décision facile à prendre parce que ça présupposait de partir plusieurs mois, donc par rapport au travail, tout ça. Et en même temps, le travail avec les adolescents délinquants, c'était quand même compliqué, donc j'ai décidé de le lâcher, d'abandonner complètement le travail, de lâcher l'appartement, enfin de lâcher tout ce que j'avais en fait, et de partir. Et cette décision-là, je voudrais vous en parler aussi parce que c'est quand même assez particulier. Je me suis posé la question, un mois et demi avant de partir, est-ce que je pars, est-ce que je reste, qu'est-ce que je fais? Et je me posais la question, si je reste ici et que je continue à travailler, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et en fait, je me promenais, j'étais dans la nature, enfin j'étais au-dessus d'une ville, j'étais au-dessus de Dinan. Et je pensais arriver à un point, et puis je me retrouve à un point complètement différent de là où je pensais arriver. Et en fait, j'étais revenu à mon point de départ. Et donc, j'avais tourné en rond. Et donc, j'avais la réponse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie si je continue à faire ce que je fais, à travailler? La thérapie était finie. Eh ben voilà, je tourne en rond, quoi. Et là, le front est tombé. Ça a été une évidence. Et là, j'étais entier dans la décision, ok, je pars en Inde. Sans regret, sans rien, c'était évident, c'était clair. Je n'avais pas envie de tourner en rond. Vraiment pas, quoi. Et donc, je suis parti en Inde, et c'est le choc des cultures, évidemment, avec l'Inde. Ça, c'est puissant quand même, hein. C'est une vieille civilisation qui a quand même plus de 5000 ans au niveau des racines. Bon, il y a une partie sclérosée, mais il y a une partie qui est quand même assez sympa à vivre. Ils ont un autre rythme, d'autres valeurs, d'autres codes, dans lesquels je me suis coulé assez facilement. C'était pas du tout difficile de m'intégrer dans la vie indienne. Et donc je suis resté 2 mois dans l'ashram d'Osho, qui était décédé, mais il y avait toujours la méditation, il y a beaucoup de choses qui se pratiquaient, beaucoup de groupes de thérapie, de méditation, des méditations actives, et les discours d'Osho que j'ai bu comme ça, comme j'ai pu avec l'anglais que je maîtrisais plus ou moins bien, et plutôt mal que bien d'ailleurs. Mais son énergie est passée. Il y a quelque chose auquel j'ai d'abord résisté pendant peut-être une semaine, 10 jours, 15 jours, ouais, 20 maximum. Et puis les résistances ont lâché. J'ai vraiment dit oui à ce que Osho proposait comme vision. Parce que lui, il parle depuis le point de l'illumination. Donc là, c'est très haut comme niveau de là où j'étais. Moi, j'étais assez loin de ça. Donc,
il me parlait, mais j'entendais ça du haut de la montagne alors que j'étais dans le fin fond de la vallée, quoi. Et de là, je suis parti voir un autre maître, une personne à Bruxelles m'avait donné son nom avant de partir en Inde, c'était Punjaji, qui lui était bien vivant. Il avait 80 ans, c'était aussi un illuminé qui avait travaillé avec Ramana Maharshi, donc le grand mystique indien du moitié XXe siècle. Et lui, son approche est vraiment l'Advaita Vedanta très, très pure. Donc c'est trouve qui tu es, arrête de penser et trouve qui tu es. Find out who you are, who you are. Et donc il bassinait ça, who you are. Mais là, dans les marasmes qui étaient encore là à l'intérieur, même si j'ai fini la thérapie, je sentais que c'est quand même pas si évident d'avoir accès à qui suis-je, quoi. Même si je me posais la question, qui suis-je, il n'y a pas spécialement des réponses qui venaient. Mais n'empêche que ça travaillait aussi, quoi. Donc il y a tout un travail d'intégration de ce point de vue-là, de l'éveil, des énergies spirituelles, je dirais, auxquelles je me suis laissé pénétrer, quoi. Je me suis laissé infuser par ces énergies-là. Et donc voilà, ça a duré 5 mois, ce voyage. Je suis revenu et puis j'ai pris le temps d'intégrer tout ce que j'ai reçu avant de repartir sur une vie à la fois de couple et de travail dans la société, où je travaillais en maison de repos, et où là j'ai aussi découvert le chamanisme. Donc je me suis formé en chamanisme avec Claude Poncelet, où ça a aussi ouvert des portes et donné quelques beaux outils, mais je sentais à certains moments que je tournais en rond. Ça n'avançait plus, donc j'étais content sur le moment, et puis ça n'avançait plus. Et c'est là que le fameux copain qui m'a fait donner le nom de Punjaji pour partir en Inde m'a dit, en fait, après un retour que j'avais fait sur un lieu sacré en Guadeloupe, une terre de guérison, qui s'appelle Dorgemont. Au retour, je lui partageais ce voyage et il m'a dit, mais en fait, t'es prêt pour aller voir Manu. Et en fait, Manu, elle habitait à 200 mètres de chez moi, ce qui est quand même assez comique. Et je n'avais jamais rencontré. Et Manu, elle a travaillé directement avec Osho, alors qu'elle était vivante. Et donc, elle avait suivi ce chemin-là d'acceptation et de transformation intérieure. Et elle m'a remis directement face à moi-même, elle m'a confronté à moi-même et à ce que je vivais à l'intérieur et tout ce à quoi je résistais encore à l'intérieur, et dont je n'étais même pas conscient, je ne savais pas du tout que je résistais à tout ça. Et donc, elle les a pointés au fur et à mesure. J'ai d'abord encore résisté, hein, pas mal. Et puis, je sais pas, il y avait tellement d'amour dans son invitation et sa façon d'être, sa façon de travailler en même temps, dans la légèreté, à la fois la légèreté et la profondeur, ben que la résistance ont fondu, que je dis oui, et je dis oui, et je dis oui, et j'ai avancé dans son travail pendant plus ou moins un an, où je suis arrivé à un point où il n'y avait plus rien que je suis. Et là, c'était un moment extraordinaire d'ouverture à je suis. Vraiment retrouver qui je suis. Donc, c'était le Find Out Who You Are de Punjaji, ben, qui s'était voilà, enfin réalisé 15 ans plus tard, quoi. Je l'avais trouvé 15 ans plus tard. Et là, Manu m'a dit, ben, maintenant, ben, tu nettoies. Ça peut prendre 10 ans de nettoyer, parce qu'à partir de là où tu trouves qui tu es, ben, tu as à garder tout ce que tu n'es pas encore, enfin tout ce que tu n'es pas et qui est encore en toi. Et donc voilà, j'ai pris le temps, mais ça n'a pas duré 10 ans, ça a duré 17 ans. Et donc ça vient de se terminer maintenant, il y a quelques mois, il y a 2 mois, et puis là, ben, l'ego, il n'y a plus d'ego qui dit il n'y a plus d'ego séparé, donc c'est une connexion comme ça à l'existence qui est là et qui est plus qu'agréable à vivre, hein. C'est de la béatitude, hein, quelque part. C'est puissant, quoi. C'est difficile à mettre des mots sur le positif. C'est plus facile à nommer le négatif. Le positif, c'est tellement puissant, c'est tellement subtil que les mots sont très très vite limités. Donc voilà. Et alors, ben, de là, il y a vraiment une grande poussée intérieure
à repartager tout ça, à redonner. C'est pour ça que je mets en place à la fois les conférences et les ateliers dans 5 endroits pour l'instant en Wallonie. Et si vous n'êtes pas au courant, ben c'est sur le site, c'est sur la page Facebook, pardon, de la Voie de l'Acceptation Givane. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous.